Chapitres 12 et 13 de Nous deux. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Nous deux, par Paul Bilot. Chapitres 12 et 13. Chapitre 12. Riquette donne à Riquet une leçon de lexicologie et une gifle. Quelle petite personne bizarre tout de même que la langue française, s'écria tout à coup Riquet en fermant le volume qu'il parcourait, d'ailleurs assez distraitement. Et à propos de quoi, s'il vous plaît, monsieur le Riquet, cette réflexion aussi inattendue que justifiée sans doute, mais encore inexpliquée, demanda Riquette. À propos d'une phrase de ce volume. Tiens, écoute. Il reprit le livre, rechercha la page, et lut. Monsieur Guillaumet ouvrit la porte et entra dans le magasin. C'est idiot, déclara Riquette. Non, dit Riquet en souriant. Ce n'est pas cette phrase-là qui... Ah, ça ne fait rien. Celle-là me suffit pour juger l'auteur. Il est bête, l'auteur. Pourquoi cela, dit Riquet. Je ne vois rien dans cette phrase. Alors c'est donc que tu es bête aussi, mon pauvre loulou? Comment? Voilà un auteur qui se croit obligé de nous prévenir que monsieur Guillaumet ouvrit la porte pour entrer dans le magasin? Comment serait-il entré dans le magasin s'il n'avait pas ouvert la porte? Il serait passé à travers, alors? Tiens, oui, le fait est, il est plus que bête, ton auteur, mon chéri. Il est bêta. Qui est-ce? Regarde, dit Riquet en lui montrant le nom sur la couverture du volume. Ah, s'exclama Riquette. Et il est de l'académie? Eh bien, pour y entrer à l'académie, il n'a pas besoin de nous le dire, mais il a dû aussi ouvrir la porte, lui. À moins qu'il ne l'ait enfoncée, dit Riquet. Elle eut un petit haussement d'épaules. Avec des phrases comme celle de tout à l'heure, enfoncer la porte? Non, je croirais plutôt qu'il l'a trouvée ouverte. Je continue, dit Riquet. Monsieur Guillaumet ouvrit la porte et entra dans le magasin. Bonjour, monsieur, dit-il. Je désirerais voir un orgue. Oui, expliqua Riquet. Ça se passe chez un fabricant d'instruments de musique. Il reprit sa lecture. Très bien, monsieur, répondit le marchand, avec une politesse empressée. Si vous voulez bien venir de ce côté. Tenez, voici déjà un orgue excellent et pas très cher. Je le trouve un peu simple, répondit monsieur Guillaumet. J'en voudrais un plus beau. Montrez-m'en d'autres plus belles. Comment plus belles? Répéta Riquet étonné. Voilà justement, dit Riquet en fermant le volume, une de ces cocasseries à laquelle je faisais allusion. Orgue, masculin au singulier, féminin au pluriel. Tu ne trouves pas cela absurde? C'est comme amour, dit Riquet à qui la comparaison vint tout de suite. Masculin aussi au singulier, amour, et au pluriel féminin. Pourquoi? Là, il y a peut-être une raison, fit Riquet. Laquelle? C'est que, commença-t-il, mais il s'arrêta net. C'est que quoi? dit Riquette. Je veux bien t'expliquer, mais à la condition que je recevrai après la gifle qu'aura mérité l'explication que je vais te donner. Ah? Bon, parle, mon chéri, parle, et après tu auras la gifle. La veux-tu avant, mon bon toutou, pour être plus sûr de l'avoir? Non. Eh bien voici. Amour au singulier signifie, n'est-ce pas, amour seul, amour unique. Il était donc logique d'en faire un masculin et de le réserver ainsi exclusivement à l'homme qui, lui, représente mieux la fidélité, tandis que, au pluriel, continua Riquette, comme il signifie, n'est-ce pas, plusieurs amours, alors, acheva Riquet, il a paru tout naturel de l'attribuer au sexe féminin qui, lui, est plus volage. Et il tendit la joue en fermant les yeux pour recevoir la gifle demandée et promise. Mais la gifle ne vint pas. Tout surpris, il rouvrit les yeux et vit Riquette qui le regardait avec un air exquisement pitoyable et dédaigneux. Et c'est pour cette belle trouvaille, dit-elle enfin, que tu espères une gifle? Mais mon pauvre monsieur, ça ne la mérite même pas, tellement votre explication est piteuse. Tu en as une meilleure? demanda-t-il. Oui, monsieur, et je veux bien condescendre à vous la donner, pauvre être borné que vous êtes. Alors, avec le ton, les attitudes d'un pédagogue qui fait la leçon à un élève pour qui il éprouve la plus profonde commisération, Riquette commença. Peut-être ignorez-vous, ce qui m'étonnerait peu, car vous ne me semblez pas savoir grand-chose, peut-être ignorez-vous, dis-je,
que c'est le bon Dieu qui a fait la grammaire française? J'avoue en effet que je l'ignorais, déclara sincèrement Riquet. Eh bien, je vous l'apprends. Or, quand le bon Dieu, au cours de son travail, arriva au mot amour, et qu'il fallut établir l'état civil de ce mot-là, et déterminer le sexe à lui attribuer, masculin ou féminin, le bon Dieu demeura très très embarrassé. Vous croyez sérieusement, mon cher maître, interrogea humblement l'élève Riquet, que le bon Dieu s'embarrassa pour si peu? Oui, monsieur, et il y avait de quoi. Là où vous ne voyez, vous, qu'une difficulté grammaticale, le bon Dieu, lui, voyait autre chose. Il voyait plus haut, plus loin. Il pressentait que ce mot amour serait, parmi tous les autres, celui qui intéresserait, qui passionnerait le plus les humains. Sans compter, ajouta Riquet, qu'amour, étant le nom d'un petit dieu d'autrefois, d'avoir quelques égards pour un ancien confrère, même tout petit. C'est vrai, approuva Riquet. Ce que je dis est toujours vrai, riposta sévèrement Riquet, et je n'ai pas besoin de votre approbation. Alors je la retire. Trop tard, monsieur, je la garde et je continue. En faisant amour féminin, Dieu risquait de mécontenter les hommes. Mais d'autre part, il s'exposait aux récriminations des femmes si amour était déclaré masculin. Comment se tirer de là sans froisser personne? Tout à coup Dieu s'écria: tiens, que je suis bête! Oh, protesta Riquet. Bête, le bon Dieu? Et pourquoi pas? dit Riquet sans se troubler. S'il plaît au bon Dieu d'être bête, c'est son droit, n'est-il pas tout-puissant? C'est juste, fit Riquet, collé par la logique de l'argument. Riquet poursuivit. Le bon Dieu venait de trouver le moyen de satisfaire tout le monde. C'était de couper tout simplement la poire en deux, et, grâce au singulier et au pluriel, de concilier, sans les froisser, les deux sexes dans le même mot. Mais auquel accorder le singulier, auquel le pluriel? Dieu n'hésita pas un instant. Connaissant l'homme comme s'il l'avait fait, ce qui était le cas du reste, et le sachant petit, mesquin, intéressé, personnel, égoïste, incapable, je n'irai pas jusqu'à dire d'un seul bon sentiment, mais en tout cas de deux bons sentiments à la fois, Dieu pensa: à quoi bon gâcher un pluriel pour un être pareil? Il économisera dessus afin d'en faire un singulier. Autant lui concéder le singulier tout de suite. Tandis que la femme, ah, la femme, c'est autre chose, car de quoi n'est-elle pas capable, la femme? De tout, murmura Riquet. Riquet releva le mot. Oui, monsieur, de tout, vous l'avez dit, de tout ce qu'il y a de bon, de désintéressé, d'élevé, de meilleur enfin. Affection, tendresse, attachement, dévouement, passion, bonté, générosité, délicatesse, charité, pitié, pardon, abnégation, renoncement, sacrifice, amour enfin. Amour sous toutes ses formes et dans toutes ses manifestations. Voilà la femme, voilà ses qualités, affirma le bon Dieu. Et, demanda doucement Riquet, il n'en poussa pas plus loin l'énumération? Il l'aurait pu, car elle était loin d'être terminée. Mais si le bon Dieu s'arrêta, c'est qu'il était essoufflé. Je comprends ça, dit Riquet, on le serait à moins. Quand il reprit son souffle, il conclut: et pour exprimer tout cela, il n'y aurait qu'un mot, un seul, et ce mot serait singulier? Allons donc, ce n'est pas possible, ce n'est pas juste. Et voilà pourquoi, monsieur, amour, masculin au singulier, et féminin au pluriel. Et la leçon terminée, le professeur redevint immédiatement gamin, et se mit à jouer avec son élève, comme s'ils eussent été tous deux de la même classe, quoique pas du même sexe, ainsi que le mot qui avait fait l'objet de la discussion. Quand la récréation fut terminée, Riquet dit: puis-je maintenant te soumettre une toute petite observation? Tu peux. Eh bien, en énumérant les nombreuses qualités de la femme, il me semble que tu en as oublié une. Ah, laquelle? La modestie. J'en ai même oublié une autre, dit Riquet sans se fâcher. Qui est? Le souci de tenir ses engagements. Je t'avais promis une gifle? La voilà. Et cette gifle appliquée de main de maître, ou plutôt de maîtresse,
encore une bizarrerie de la langue française, cette gifle transporta Riquet de joie, car elle lui prouvait une fois de plus que Riquette était décidément une adorable petite femme qui ne manquait jamais à ses serments. Chapitre XIII. Riquette reçoit. Ce soir-là, au cours d'une de ces conversations à bâtons rompus où il se complaisait tant, parlait de tout à propos de rien, et de rien, se faisait des tout, Riquette et Riquet en étaient arrivés à disserter sur les visites, cette grande occupation des gens inoccupés. Oh, les visites, s'exclama Riquette. Je ne connais rien de plus parfaitement insupportable et insipide que cette convention qui conduit régulièrement madame X chez madame Z le lundi ou le mardi pour lui dire des choses sans intérêt que madame Z viendra redire à madame X chez elle le mercredi ou le jeudi. Tu trouves ça intelligent, toi? Absurde. Quelle chance, dit Riquette, que tu n'aies pas à me faire de visite, toi. Non, non. Te vois-tu en visite chez moi, toi? Mais oui, dit tranquillement Riquet. Je me vois très bien. Non. Si, parce que je vais te dire, moi, je n'irai te voir que quand tu serais seul. Ah bon? Et toi, dès que je serai là, tu ferais répondre que tu n'y es plus pour personne. Canaille chérie, va, dit Riquette en lui faisant une bonne pincette. Mais alors, pour recevoir des visites comme celle-là, mon bon toi aimé, ce n'est plus un jour par semaine que je resterai chez moi. Ce seraient les 7 jours de la semaine. C'est-à-dire non. Non, 6 jours seulement. Pourquoi pas 7? Demanda-t-il surpris de la restriction. Parce que je m'imagine que nous ne serions peut-être pas fâchés d'avoir un jour pour nous reposer. Peut-être, fit Riquette après réflexion. Puis, après une nouvelle réflexion, c'est égal. Je regrette de ne pas aller en visite chez toi. Tu ne parles pas sérieusement. Si. Tu ne trouverais pas amusant, quand tu aurais du monde et qu'on annoncerait Monsieur Riquet, de dire, en toi-même, aux personnes qui seraient dans ton salon, oui, vous croyez tous que c'est un monsieur qui entre en ce moment? Eh bien non, pauvres gens, ce n'est pas un monsieur, c'est un toutou. Ça vous étonne, mais c'est comme ça. Et alors, au nez des autres visiteurs, sous le couvert de la conversation la plus banale, la plus vide, ce serait entre nous deux un échange délicieux de gentillesse tendre, intime. Dans la moindre inflexion de voix, il y aurait plein de caresses. Dans chaque regard, plein de baisers. Ce serait pas amusant, ça dit? Ce serait pas bon? Ce serait si bon, fit Riquette, que je ne me donnerais pas 10 minutes d'une pareille conversation pour te sauter au cou en m'écriant « Ah, flûte pour tous ces gens-là, mon Riquet, je t'aime, embrasse-moi !» Tableau! Ah oui, tableau, fit-elle. C'est pour ça qu'il vaut peut-être mieux que tu ne viennes pas me rendre visite. Je suis sûre que tu reçois d'une façon délicieuse, dit Riquet. Oh, je voudrais te voir. Il n'y aurait pas un moyen? Un moyen? Si. Suppose que c'est aujourd'hui mon jour, et que je suis ici dans mon salon. Viens me voir. Riquet haussa les épaules. Moi, je ne suis pas une visite ordinaire. Je sais bien comment tu me recevras, moi. Non. Je voudrais te voir avec les autres, surtout les dames, tes amies. Eh bien, fais les dames, dit Riquette. Moi? Pourquoi pas? Et immédiatement séduite par cette idée, elle insista. Oh oui, oui, fais les dames, mon Riquet, je t'en prie, ce sera si amusant. Mais j'ignore ce qu'elles disent en visite, les dames. Oh, n'importe quoi, ne cherche même pas. Plus ce sera futile, inutile et insignifiant, plus ce sera vrai. Si, si, c'est entendu, tu fais les dames. Soit, je fais les dames, dit gaiement Riquet. Elle lui sauta au cou. Oh, chérie, tiens, je t'adore. Maintenant, laisse-moi seule, car, puisque c'est mon jour, tu comprends, il faut que je fasse un peu de toilette. Est-ce que tu te décollettes? Oh non, voyons. Je regrette. Eh bien, regrette, mais va-t'en. Je m'en vais. Ah, encore un renseignement indispensable. Les dames qui te rendent visite, elles t'embrassent en arrivant? Ah, gros malin. Oui, monsieur, elles m'embrassent. Bon, mais pas toutes. Alors je ne ferai que celles qui t'embrassent. En attendant, fais le monsieur qui s'en va. Je m'en vais. Et si quelqu'un me voyait m'en aller, ce quelqu'un-là ne se douterait jamais que le monsieur qui s'en va en ce moment, c'est le monsieur qui fait les dames. 5 minutes après, madame Riquette, dont c'était le jour, attendait dans son salon la visite de ses amis. Et bientôt, les amis de madame Riquette arrivaient en visite,
en la personne de Riquet. En un clin d'œil, il y eut là réunies madame de Saint-Ernest, madame Labusquère, madame Châtelier-Lambron, madame Rivolet et madame du Ponceau, toutes amies intimes évidemment de madame Riquette, si l'on en juge par l'effusion avec laquelle chacune de ces 5 dames l'embrassa en arrivant. La conversation devint bientôt générale. Madame Labusquère: quel temps aujourd'hui, ma chère? Madame Rivolet: épouvantable. Riquette: il pleut? Madame Labusquère: elle demande s'il pleut. Madame de Saint-Ernest: à saut, ma chère. Madame du Ponceau: moi l'averse m'a surprise juste comme je passais devant votre porte. Riquette: vous alliez plus loin peut-être. Madame du Ponceau: j'allais au Louvre, mais je me suis dit, tiens, cette bonne Riquette que je n'ai pas vue depuis si longtemps, et je suis montée. Riquette: oh ma chère, combien je vous suis reconnaissante qu'il ait plu aujourd'hui. Madame Rivolet: ah mesdames, vous savez la nouvelle? Toutes: quelle nouvelle? Madame Rivolet: vous ne savez pas? Monsieur Nangy et monsieur Challemette se sont battus en duel pour madame Masurier. Toutes: non, allons donc, pas possible. Madame du Ponceau: et le résultat du duel? Madame Rivolet: aucun. 2 balles échangées sans résultat. Les 2 adversaires se sont réconciliés sur le terrain. Riquette: ils se battaient donc sur madame Masurier? Toutes: oh charmant, délicieux, exquis. Madame du Ponceau: je le replacerai. Riquette: mais ne dites pas qu'il est de moi. Madame du Ponceau: oh ma chère, pour qui me prenez-vous? Je dirai que c'est moi qui l'ai trouvé. Madame Châtelier-Lambron: entre nous, mesdames, est-ce que vous comprenez qu'on se batte pour une madame Masurier? Une femme qui change d'amant comme de chemise. Riquette: et elle n'est pas femme à garder la même chemise plus de 2 jours. Madame Labusquère: un duel pour une femme pareille. Riquette: pourquoi pas? On fait bien un procès pour un mur mitoyen. Toutes: oh charmant, délicieux, exquis. Madame du Ponceau: je le replacerai aussi. Riquette: j'allais vous l'offrir. Madame de Saint-Ernest: y a-t-il longtemps, mesdames, que vous n'avez vu madame Duvernoy? Madame Rivolet: une éternité. Qu'est-ce qu'elle devient? Madame Châtelier-Lambron: on ne la rencontre plus nulle part. Madame de Saint-Ernest: il paraît qu'elle a renoncé au monde, elle tourne à la dévotion. Madame Rivolet: madame Duvernoy? Madame de Saint-Ernest: oui, ma chère, elle ne quitte plus l'église, elle passe son temps au confessionnal. On m'a même affirmé qu'elle communiait tous les jours. Riquette: elle est si gourmande. Madame Châtelier-Lambron: savez-vous qui est là pour confesseur? Madame de Saint-Ernest: l'abbé Mérindole. Madame Labusquère: oh, il est charmant et tout jeune, 27 ans à peine. Riquette: voilà peut-être qui explique sa conversion subite. Toutes: vraiment? Tiens, tiens. Ah, vous croyez que... Riquette: rien du tout, vous n'y êtes pas. Je connais madame Duvernoy depuis des années. Nous étions ensemble au couvent. C'est une nature très honnête, très droite. Mais elle a toujours été attirée vers la jeunesse et, au couvent, je me rappelle, quand elle faisait sa prière, ce n'était jamais au bon Dieu qu'elle s'adressait. C'était toujours à son fils. Madame du Ponceau: ah, j'envie les femmes qui peuvent accomplir leurs devoirs religieux. Moi, c'est à peine si j'arrive à assister à la messe d'1 heure. Madame Châtelier-Lambron: à quelle heure vous levez-vous donc? Madame du Ponceau: 11h30, midi. Madame Labusquère: ce n'est rien à côté de Marthe Zibline. Vous savez bien, Zibline, l'actrice des variétés. Madame Rivolet: oh oui, qui est si grande et si brune. Riquette: au point qu'on n'a jamais pu établir si elle était plus brune que grande ou plus grande que brune. Madame Labusquère: eh bien, mon mari va la voir avant-hier pour une petite comédie qu'elle doit jouer à la maison. Il arrive chez elle à 5 heures de l'après-midi. Vous entendez bien, 5 heures. Elle était encore couchée. Riquette, distraite: avec qui? Toutes: ah, charmant, délicieux, exquis. Madame du Ponceau: encore un que je replacerai. Riquette: vous me gâtez. Madame du Ponceau: ah, le soleil a reparu. Excusez-moi, chère amie, mais il faut que je vous quitte. Riquette:
Déjà? Madame du Ponceau. Oui, la pluie a cessé. Oh, avant de m'en aller, un petit potin. Toutes. Lequel? Madame du Ponceau. On dit que monsieur et madame Courteville vont se séparer. Madame Labusquère. Bah, pour quel motif? Madame du Ponceau. Question de caractère. Madame Rivolet. Le fait est qu'ils sont assommants tous les deux. Madame du Ponceau. Justement, ils demandent le divorce pour incompatibilité de mauvaise humeur. Maintenant je m'en vais. Au revoir, mesdames. À bientôt, ma chérie. Et madame du Ponceau met sur les joues de madame Riquette 2 baisers si vigoureux, si retentissants, qu'on jurerait que c'est un homme qui vient de les donner. Madame du Ponceau est à peine sortie que ses bonnes amies ne se retiennent plus pour dire d'elle tout le bien qu'elles n'en pensent pas. Madame de Saint-Ernest. Croyez-vous qu'elle s'habille assez mal? Madame Rivolet. Chez quelle marchande à la toilette a-t-elle trouvé cette robe-là? Madame Châtelier-Lambron. Et son chapeau? Avez-vous remarqué ce chapeau surmonté de plumes d'autruche? Oh non, non, c'est plumes d'autruche. Riquette. Ça a l'air d'être sa coiffure naturelle. Madame Châtelier-Lambron. Et puis, est-ce qu'il ne vous semble pas qu'elle se maquille? Madame Labusquère. Elle serait bien excusable à son âge. Toutes. Ah, quel âge a-t-elle? Quel âge a-t-elle? Madame Labusquère. Je ne sais pas. Vous, Riquette, qui la connaissez depuis longtemps, quel âge lui donnez-vous? Riquette. Je n'ose plus lui en donner, elle en a déjà tant. Du reste, il ne faut jamais chercher à deviner l'âge d'une femme, car de 2 choses l'une. Ou on se trompe, ou on tombe juste. Si on se trompe, on risque de la rajeunir. Et lorsqu'on tombe juste, on la vieillit. Madame Châtelier-Lambron. C'est joliment vrai ce que vous dites là. Ah mon Dieu, 4h30 déjà? Comme le temps passe vite quand on bavarde. Riquette. Ça doit être pour cela que les femmes ne se voient pas vieillir. Madame Châtelier-Lambron. Je me sauve. J'ai rendez-vous à 5h avec ma... Riquette. Nous ne vous demandons pas avec qui? Madame Châtelier-Lambron. Oh, il n'y a pas d'indiscrétion, c'est avec ma modiste. Au revoir, ma belle. Et madame Châtelier-Lambron prend congé de Riquette en l'embrassant aussi fort que l'avait embrassé madame du Ponceau. Madame Labusquère. Rendez-vous avec sa modiste? Je la connais, sa modiste. Elle est capitaine au 8e dragon. Madame Rivolet. Pas possible. Moi qui croyais qu'elle faisait si bon ménage avec son mari. Ils ont tous les deux la réputation d'être très fidèles. Riquette. Ils le sont, seulement chacun de son côté. Madame Rivolet. Je crois décidément qu'il n'existe pas un seul ménage uni sur terre. Madame de Saint-Ernest. Je comprends que vous disiez cela, chère madame. Vous êtes veuve. Madame Labusquère. En tout cas, il n'y a pas un seul mari fidèle. Madame de Saint-Ernest. Je vous demande pardon, madame. Il y a le mien. Madame Labusquère. Alors je vous plains. Car lorsqu'ils sont fidèles, il paraît qu'ils sont insupportables. Madame de Saint-Ernest. Pas monsieur de Saint-Ernest, madame. Il est vrai que monsieur de Saint-Ernest est un caractère qui n'est plus de notre époque, une nature élevée, noble, chevaleresque, ayant conservé les traditions des aïeux. Madame Labusquère. Il descend probablement des croisades. Madame de Saint-Ernest. Non, madame, il y remonte. Aussi, je vous en prie, ne comparez pas mon mari aux autres. Les autres, je vous les abandonne. Mais le mien, madame, ah, quel gentilhomme. Riquette, qui pense à Riquet. Le mien à moi, quel homme gentil. Riquette avait à peine prononcé cette phrase qu'un fait inattendu, fantastique, inexplicable se produisit. Subitement, mesdames de Saint-Ernest, Labusquère et Rivolet disparurent comme par enchantement, envolées, évanouies. Et Riquette se trouva seule, non plus dans son salon, mais dans les bras de Riquet qui lui murmurait sur les lèvres « Oh, chérie, trésor, amour, délice et orgue, oh, toi, tu es gentil, tu es drôle, tu as de l'esprit, tu as du cœur, tu as tout, je suis ton toutou, tu es ma toutoute, nous sommes idiots, je t'adore. »« Au secours !» cria Riquette, « mais tu m'étouffes !»« Oh, c'est vrai, mon pauvre chien !» dit Riquet, et il arrêta immédiatement l'étouffement de Riquette par un étouffement plus prolongé. Pour les malaises d'amour, l'homéopathie est souveraine. « Eh bien, dit Riquette lorsqu'elle eut recouvré l'usage de la parole, tu es content? Tu m'as vu recevoir des visites. Trouves-tu que je reçoive bien? Si bien, répondit Riquet, que je tiens absolument à te faire une visite, moi aussi. Toi? Moi?
quand cela? Tout de suite. Oh, trop tard, monsieur. À cette heure-ci, je ne reçois plus, je me couche. Et Riquette se coucha, persuadée qu'elle devinait très bien le genre de visite que Riquet avait l'intention de lui rendre. Et cependant, Riquette n'avait rien deviné du tout. Seulement, on ne le verra que dans le chapitre suivant, afin de ne pas allonger celui-ci qui est déjà bien assez long. Fin des chapitres 12 et 13. Enregistré par Ezwa, en Belgique, en juillet 2008.